Bonjour tout le monde. Donc, le risque pour la santé concernant les aiguilles est de contracter une infection transmissible par le sang dans le cas d'une piqûre accidentelle avec des aiguilles infectées. Donc, les maladies les plus courantes sont le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Donc, par exemple, suite à une blessure, si on est en contact avec le sang d'une personne contaminée par l'hépatite B, le risque que la maladie nous soit transmise a été estimé de 6 à 30 %. Donc, dans ce contexte, OSHA, aux États-Unis, estime que 5,6 millions de travailleurs dans le milieu de la santé sont à risque d'exposition professionnelle aux maladies transmises par le sang. Donc, le secteur est évidemment le risque est très présent dans le secteur médical, mais il y a aussi d'autres secteurs qui ont été identifiés comme étant à risque. On a les services policiers et les services correctionnels. Dans ce cas, le risque est surtout présent dans le cas de fouilles et également aussi, dans une moindre mesure, les attaques volontaires par des piqûres. Et on a également les secteurs de la collecte des ordures et de l'entretien des parcs, où dans ce cas, le risque est surtout présent par des aiguilles qui ont été jetées de manière inappropriée. Dans le domaine des équipements de protection et des gants en particulier, les méthodes d'essai normalisées jouent un rôle extrêmement important parce que c'est grâce à ces méthodes que les manufacturiers peuvent mesurer la performance de leurs gants de protection et que les utilisateurs peuvent comparer les gants entre eux. Donc, je vais vous parler ici de la résistance à la perforation, comment un test normalisé se fait. Donc, c'est quand même un test assez simple. Il se fait sur une machine de traction standard. Donc, le bras mobile de la machine de traction est muni d'une cellule de charge et d'une sonde normalisée. On a ici l'échantillon qui est coincé entre deux plaques de métal munies d'une ouverture. L'ouverture fait en sorte que le matériau peut se déformer librement lors du test. Donc, le test consiste à faire déplacer à vitesse constante une sonde de perforation jusqu'à ce qu'elle perfore complètement le matériau. Durant l'essai, on enregistre la force grâce à la cellule de charge. On enregistre la force en fonction du déplacement de la sonde et la force va augmenter jusqu'à ce que le matériau rupture. Et on définit la résistance à la perforation comme étant la force maximale enregistrée durant l'essai. Donc, les tests de perforation se font tous de la même façon, mais il y a quand même des petites différences au niveau des méthodes d'essai normalisées. Donc, il y a des méthodes d'essai normalisées européennes et internationales, ISO, où les tests se font à une vitesse de 100 mm par minute. Et on utilise ici la sonde, c'est une sonde conique qui fait 4,5 mm de diamètre. On a aussi la méthode ASTM, qui se fait à une vitesse de 500 mm par minute, donc un peu plus rapide. Et cette méthode-là laisse le choix de 3 sondes pour faire le test, donc soit la sonde A ou C, qui sont des sondes coniques de 2 mm de diamètre, ou encore une sonde cylindrique de 1 mm de diamètre. Dans le cas de toutes ces sondes-là, donc de toutes les méthodes d'essai normalisées qui existent présentement pour la perforation, toutes les sondes ont des bouts arrondis. Ce qui n'est pas du tout le cas pour des aiguilles hypodermiques, comme vous avez un exemple ici. Donc, on a une aiguille 21G, 25G et 28G. Le G, c'est le calibre de l'aiguille, donc plus le chiffre est élevé, plus l'aiguille, elle est fine. Et les aiguilles ont un bout coupant et pointu. Donc, je vais vous parler du NIG aux États-Unis, c'est le National Institute of Justice, qui, un de leurs mandats est de soutenir des programmes d'essai d'équipements de protection pour s'assurer que leurs performances atteignent un niveau minimum requis. Donc, ils travaillent entre autres pour les professionnels chargés de l'application de la loi, les services policiers et les services correctionnels. En 1999, ils ont développé un protocole pour évaluer les gants de protection. Ce protocole-là était basé sur 5 propriétés, vous les avez ici. Et le protocole était basé sur les méthodes d'essai normalisées existantes à l'époque. Et pour la perforation, bien que le risque qui était identifié était le risque à la piqûre par des aiguilles, la seule norme qui, eux, ont jugé la meilleure parmi celles qui existaient, c'était la norme ASTM, donc une sonde conique de 2 mm, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et suite avec ce protocole-là, ils ont fait une évaluation comparative de modèles de gants sur une base volontaire. Ils ont publié un bulletin en 2001 avec une vingtaine, 28, je pense, modèles de gants de protection. Et depuis ce temps-là, il y a des modèles de gants qui se sont ajoutés et ils mettent à jour leur site Web à ce sujet-là. Donc, pour qu'un gant de protection soit reconnu comme étant résistant à la perforation,
ils devaient être testés selon cette méthode-là et avoir une certaine valeur de résistance. Le problème avec ça, c'est que les mécanismes de perforation et de piqûre par des aiguilles, c'est deux choses complètement différentes qui ne peuvent pas être comparées du tout. Donc, quand on a une sonde, par exemple, à STM avec une extrémité arrondie, la force, premièrement, qui est enregistrée, elle est beaucoup plus élevée que pour une aiguille hypodermique, comme vous voyez ici. Et une fois qu'on atteint la force maximale, la force chute brusquement parce que le matériau s'est étiré jusqu'à ce qu'il rupture en fonction, donc il rupture à cause de son allongement maximal à la rupture. Donc c'est un mécanisme complètement différent d'une aiguille hypodermique qui a un bord coupant. Donc dès que l'aiguille touche au matériau, elle pénètre de façon graduelle dans le matériau. Et donc, vous voyez ici que ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur de résistance et c'est des mécanismes de rupture différents. Donc, nous, en 2005, on a reçu à l'IRSST une demande d'expertise qui nous a été soumise par différents groupes de travailleurs. On avait les agents de la paix en service correctionnel, des policiers municipaux et également des cols bleus, éboueurs et horticulteurs qui étaient très sensibilisés au risque de piqûres. Et c'était une demande qui a été supportée aussi par des associations sectorielles paritaires dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail. Et la demande était d'identifier un gant offrant une protection adéquate aux piqûres d'aiguilles et qui permettait aussi de conserver un bon confort et une bonne dextérité. Donc, à l'époque, en 2005, il n'y avait pas d'essai normalisé, de méthode normalisée qui existait pour la résistance à la piqûre par les aiguilles. Donc, on a bâti un projet de recherche en collaboration avec l'École de technologie supérieure et la chaire du professeur Toine Vucan. Il y a aussi la chercheure Patricia Delez qui a beaucoup contribué au projet et l'étudiant au doctorat Tang Nguyen. Également, Jaime Lara, chercheur chez nous à l'IRSST et moi-même. Donc, le projet de recherche avait, disons, trois principaux objectifs, je dirais. Le premier était d'abord de développer une méthode d'essai pour caractériser la résistance à la piqûre par les aiguilles, une méthode d'essai qui serait normalisable. Ensuite, de mesurer la résistance à la piqûre d'une grande quantité de gants de protection pour essayer de distinguer quels étaient les gants les plus résistants. Et une fois qu'on a défini ces gants résistants-là, on a fait une étude préliminaire auprès des milieux de travail pour aller voir si les gants répondaient aux exigences de dextérité et de confort en milieu de travail. Pour développer la méthode, on a regardé différents paramètres expérimentaux, comme par exemple la géométrie des aiguilles. On avait différentes aiguilles de différentes grosseurs. On a regardé également la fixation de l'échantillon, le diamètre de l'ouverture du porte-échantillon. On a regardé aussi l'effet de la vitesse de déplacement de l'aiguille, l'angle d'attaque de l'aiguille et également, de manière préliminaire, un support simulant la main. Donc, on a fait des essais avec différents matériaux, notamment le néoprène et le nitrile, qui sont des polymères homogènes, un tricot de coton enduit de néoprène, un nitrile renforcé par du tissu, et également deux matériaux qui sont relativement nouveaux. Donc, on avait le Superfabric, qui est fabriqué par la compagnie HDM au Minnesota, qui consiste en des petites plaques dures de composite qui sont juxtaposées sur un support textile. Et pour fabriquer les gants de protection, on met une couche, 2 ou 3 couches de Superfabric qui sont cousues ensemble. Et on avait également le Turtle Skin qui est fabriqué par la compagnie Warwick Mills, qui sont des fibres d'aramide tissées de manière très serrée. Donc, on a fait plusieurs essais et la méthode qu'on a proposée au comité F23 de la STM, c'est le comité qui s'occupe des vêtements et des équipements de protection. Donc, le montage est sensiblement le même que pour la méthode normalisée pour la perforation. Donc, on avait un montage en déformation libre. Nos résultats préliminaires avec un support simulant la main ont démontré qu'étant donné que le matériau se déforme relativement peu durant un test de piqûre, parce que l'aiguille pénètre de façon graduelle dans le matériau, elle ne l'étire pas de façon très importante, le support simulant la main avait quand même peu d'effet sur la résistance à la perforation, mais ça serait quand même quelque chose peut-être à pousser plus loin pour d'autres types de matériaux. Donc, pour l'instant, on a conservé la déformation libre. Le diamètre de l'ouverture de l'échantillon, on l'a défini, on l'a choisi à 10 mm, mais encore là, le diamètre a peu d'effet sur la force qui est mesurée. Elle a un effet sur la déformation du matériau, mais pas sur la force qui est mesurée. Ensuite, on a choisi une aiguille hypodermique de calibre 25G, qui est quand même une aiguille assez fine, mais qui se manipule facilement. On a aussi utilisé une aiguille neuve pour chaque essai. Quand on fait des tests de perforation avec des sondes en acier normalisées,
soit européens ou américains. Ces sondes-là sont réutilisées plusieurs fois pour faire plusieurs essais et de manière régulière, elles sont revalidées, la géométrie est revalidée. Pour les aiguilles, il faut vraiment les changer pour chaque essai parce que la pointe s'émousse facilement lors d'un essai, surtout quand c'est des matériaux qui sont quand même assez résistants. Et on fait les essais à une vitesse de 500 mm par minute et un angle d'attaque qui est perpendiculaire, c'est-à-dire c'est vraiment la position la plus difficile, disons, pour le matériau. Et on fait généralement une douzaine de répliques pour chaque modèle de gants. On fait la moyenne, puis c'est comme ça qu'on définit la résistance à la piqûre. Après avoir développé la méthode, on a fait des tests sur 58 modèles de gants qui provenaient de 11 manufacturiers. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, ce graphique-là présente la résistance à la perforation ou à la piqûre. Donc, c'est la force maximale enregistrée durant l'essai. En jaune, vous avez en ordre décroissant, en fonction des modèles de gants. Bon, je les ai présentés en ordre décroissant là, de la résistance à la perforation avec la sonde normalisée qui a été utilisée dans le protocole du NIG. Et en bleu, ici, vous avez la résistance à la piqûre par des aiguilles. Donc, je reviens un peu au protocole du NIG. Ce qu'il dit, c'est que pour qu'un gant soit reconnu comme étant résistant à la perforation, il doit avoir un niveau de performance élevé, c'est-à-dire au-dessus de 100 newtons. Donc, comme vous voyez, il y a quelques gants qui se sont classés dans cette catégorie-là, mais le protocole du NIG identifiait quand même le risque comme étant un risque de piqûre. Donc, comme vous voyez, encore une fois, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas extrapoler les résultats pour la piqûre suite à un résultat avec la perforation. Donc, pas parce qu'un gant est résistant à la perforation qu'il va nécessairement être résistant à la piqûre. Donc, suite à ça, on a identifié ici, disons, on va faire un zoom sur les propriétés à la piqûre. Donc, vous avez le même genre de graphique, mais uniquement pour la résistance à la piqûre des 58 modèles de gants. Donc, vous les voyez ici. La variabilité pour la résistance à la piqûre, elle est généralement plus élevée que pour la résistance à la perforation. C'est un peu normal parce que les aiguilles sont extrêmement fines et les matériaux des gants sont très hétérogènes. C'est des composites, c'est des multicouches. Donc, on peut s'attendre à ce genre de variabilité-là. Et nous, dans le projet, ce qu'on a défini, c'est que en deçà de 3 newtons, il y avait toute une panoplie de gants où la résistance n'était pas vraiment, elle se démarquait pas, mais à partir de 3 newtons, là, tout à coup, il y avait certains gants qui étaient plus résistants que les autres. Donc, on a identifié ici 12 modèles de gants qui avaient une résistance, disons, acceptable, ou en tout cas la meilleure qui existe sur le marché à cette époque-là. Donc, parmi ces 12 modèles de gants-là, ils étaient tous fabriqués de ces 4 matériaux. Donc, on avait effectivement des gants faits de superfabrique avec une couche, 2 ou 3 couches. Des gants faits avec le turtle skin. Également, un modèle de gants avec une superposition de plusieurs couches de fin tissu en nylon que vous voyez ici en blanc. Et également, un gant avec un fin treillis métallique qui est inséré entre une doublure et une couche externe. Donc, tous les modèles de gants résistants étaient faits de ces matériaux, mais pas parce qu'un gant est fait de ce matériau qui est nécessairement résistant aux piqûres. Je m'explique, c'est qu'il y avait des gants turtle skin qui se sont démarqués, donc qui étaient au-dessus de 3 newtons, mais il y avait certains gants faits avec de turtle skin, donc différents, peut-être un différent tissage, etc., qui étaient en deçà de 3 newtons. D'où l'importance, donc, de faire des essais avec des méthodes d'essai normalisées. Quand on a commencé le projet, disons, un petit peu plus tard, là, en 2006, il y a un groupe de travail qui a été formé à la STM pour proposer une méthode d'essai pour la résistance à la piqûre. Donc, nous, on a présenté les résultats des recherches faites par l'IRSST et l'ETS de manière régulière aux réunions de la STM. Et en 2008, on a organisé un workshop sur la piqûre. Et il y a une méthode d'essai qui a finalement été adoptée en 2010. Et vous la voyez ici, Protective Clothing Material Resistance to Hypodermic Needle Puncture. La norme STM, elle est sensiblement similaire à celle qu'on avait proposée, à la différence que la norme recommande 3 grosseurs d'aiguilles différentes, donc laisse le choix au manufacturier, 28G, 25G ou 21G, donc une aiguille très fine, et également l'essai libre, l'ouverture du diamètre, je veux dire l'ouverture du porte-échantillon de 10 à 25,4 mm, parce que nous, on avait démontré qu'il n'y avait pas d'effet sur la résistance. Maintenant que la norme elle est développée, ça donne une base pour faire des comparaisons de matériaux, mais ça ne veut pas dire que les recherches sont terminées. Donc, la méthode se fait, comme j'ai dit, à 500 mm par minute, ce qui revient à une vitesse de 8 mm par seconde.
Mais qu'est-ce qui se passe à haute vitesse? Donc, quand on sait que la saisie rapide par la main est estimée à une vitesse de 4000 mm par seconde et que la vitesse de poignardage va jusqu'à 10 000 mm par seconde, nos tests se font à 8 mm par seconde. Donc, qu'est-ce qui se passe? La question est lancée et nous, on a fait quand même quelques essais de manière préliminaire sur les matériaux qu'on avait, sur un néoprène, qui est un polymère homogène, où vous voyez ici l'effet de... Vous avez un graphique sur la résistance à la piqûre en fonction de la vitesse. On est allé jusqu'à 500 parce que c'est le maximum que les machines de traction nous permettaient. Donc, vous voyez que ça plafonne un peu, rendu à 500. Et pour un gant fait avec du superfabrique, il y avait peu d'effet de la vitesse. Mais ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire la question est lancée, est-ce qu'il n'y aura pas d'effet de la vitesse, même à des vitesses très élevées, où les résistances vont changer? Donc, c'est des choses qui resteront à évaluer. La deuxième chose, c'est que la méthode ASTM, la F2878, définit la résistance à la piqûre comme étant la force maximale de perforation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais est-ce que c'est toujours approprié? Quand on fait des tests de perforation avec des sondes coniques, par exemple avec un gant fait avec du superfabrique, on a ce genre de courbe-là, donc qui est pas mal similaire à la courbe typique. Et quand on fait plusieurs essais sur un même modèle de gant, les courbes sont pas mal similaires et on a toujours un maximum, donc c'est relativement facile à détecter. Quand on fait des tests avec des aiguilles, vous voyez le genre de courbe qu'on obtient. Donc, il y a plusieurs maximums et d'un essai à l'autre, les maximums peuvent varier, donc il y a beaucoup de variabilité. Est-ce que l'aiguille traverse vraiment... Parce que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est quand est-ce que la pointe de l'aiguille vient traverser le matériau, il vient toucher à la main, par exemple. Donc, nous, on a fait des essais préliminaires. Donc, on a pris la même méthode d'essai normalisé. La seule chose, c'est qu'on a mis un petit morceau d'aluminium que vous voyez ici, qu'on a collé sous l'échantillon et qui faisait en sorte que quand on faisait l'essai et que l'aiguille avait terminé de traverser l'échantillon, elle venait toucher au papier d'aluminium, il y avait un contact électrique qui se faisait et ça nous permettait de détecter le moment où l'aiguille avait traversé. Donc, vous avez ici 3 exemples de résultats typiques. La force de perforation mesurée durant l'essai en fonction du déplacement de l'aiguille et la ligne pointillée ici indique le moment où l'aiguille venait de traverser le matériau. Donc, parfois, l'aiguille avait traversé avant d'atteindre la force maximale. Parfois, ça arrivait au même moment qu'on atteignait la force maximale et parfois, l'aiguille avait traversé après avoir atteint la force maximale. Ces 3 cas de figure-là pouvaient arriver dans le même modèle de gant, mais des tests différents, ou encore, évidemment, dans des gants différents. Donc, on a fait des essais avec 7 modèles de gants, avec les 3 types d'aiguilles qui étaient proposés dans la norme. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour 2 modèles de gants qui utilisaient le même matériau de protection, systématiquement, la perforation arrivait avant d'avoir atteint la force maximale. Dans ces cas-là, évidemment, si on définit la résistance à la piqûre comme étant la force maximale, on surestime la résistance de ce matériau-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on fait des essais. Et à partir de ça, de 2 choses l'une, soit qu'on améliore la méthode d'essai normalisé pour tenir compte de ces effets-là, ou encore, pour les manufacturiers, quand on fabrique des gants de protection, il faut s'arranger pour ne pas tomber dans ces cas d'exception-là, puis améliorer les matériaux. Je termine avec un autre aspect pour l'industrie surtout, c'est d'améliorer les matériaux et les modèles de gants, notamment pour assurer la protection à des risques multiples. C'était le cas avec les travailleurs avec qui on a travaillé. Entre autres, les policiers, ils ont aussi, dans leur milieu de travail, des risques biologiques. Pour les éboueurs, les horticulteurs, ils ont besoin de gants imperméables, donc ce n'est pas toujours le cas avec les gants qu'on a regardés qui étaient résistants à la piqûre par des aiguilles. Et également de diminuer le plus possible les problèmes reliés aux facteurs humains, tels que la dextérité, la sensibilité tactile, le confort, la souplesse, etc. Donc, ça conclut pas mal la présentation. Et juste pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, tant au projet de recherche qu'à l'adoption de la norme et à cette présentation. Donc, je vous remercie beaucoup.